L'ère du vide est le nom qu'a donné Gilles Lipovetsky à l'ère dans laquelle est entré l'Occident depuis la fin des années 60. Il y a consacré un ouvrage qui a été édité en 1983. Alors je ne vais pas faire ici une note de lecture de ce livre, même si cet ouvrage a un caractère un peu prophétique en ce sens que tout ce qu'il décrit n'a fait que gagner de la force et de l'ampleur durant ces 40 dernières années. Le vide a été un véritable tsunami sur l'Occident. Personne n'a échappé au vide, que ce soit les individus ou que ce soit les institutions telles que l'éducation nationale, la police, l'armée ou même l'Église. Je vais me focaliser dans cette vidéo sur l'individu, car l'ère du vide finalement correspond à l'émergence d'un nouveau type d'individu encore inédit dans l'histoire de l'humanité, d'une nouvelle figure humaine, d'une nouvelle manière d'habiter le monde. Et c'est à cette manière d'habiter le monde qui finalement est la nôtre qui va nous occuper pendant cette vidéo. En tant que vidien, en tant qu'habitant durant cette ère du vide, finalement nous respirons le vide, nous sommes à l'intérieur et nous avons finalement du mal à le définir et à voir en quoi cette manière d'habiter le monde est si singulière. Et c'est précisément ce qu'on va essayer de voir au cours de cet épître. C'est qu'est-ce qui caractérise les Vidiens? En quoi les Vidiens sont une espèce à part dans l'histoire de l'humanité. Donc bienvenue dans cet épître consacré à l'ère du vide. Comme nous l'avons dit, le vide a été un tsunami sur l'Occident. Tout le monde a été emporté par le vide. Pour autant, tout le monde n'a pas été pénétré avec la même intensité par le vide, selon la classe sociale à laquelle on appartient, selon si on est issu d'une famille plus ou moins politisée, plus ou moins religieuse, selon la génération à laquelle on appartient, le vide ne nous a pas pénétré avec la même intensité. Ici, nous allons essayer de décrire le vidien accompli en quelque sorte. L'horizon vidienne. Et avec cette première caractéristique qui est pour le vidien l'absence de transcendance. Un vidien n'a pas de sentiment d'appartenance. Il ne se sent pas particulièrement français ou chrétien. Il n'y a rien qui transcende la vie d'un vidien. Il n'y a rien pour un vidien qui mériterait qu'on donne sa vie pour ça. Voilà. Le vidien est complètement hermétique aux grands discours politiques, aux grands discours religieux qui regardent avec distance et parfois avec une certaine ironie. Ce n'est pas qu'il est contre la politique ou contre les religions, c'est tout simplement qu'il s'en fout, que ça ne fait pas partie de ses motifs de préoccupation. Ce qui préoccupe un vidien, c'est lui-même. C'est-à-dire, ça va être dans quel club de sport il va s'inscrire l'année prochaine, est-ce qu'il fera plus du tennis ou du crossfit, comment est-ce qu'il va perdre ces kilos en trop qu'il a pris. Ça va être sa vie sentimentale. La vie sentimentale est un des sujets majeurs de préoccupation d'un vidien. Donc voilà, une des premières caractéristiques du vidien, c'est vraiment cette absence de sentiment d'appartenance, cette absence de transcendance. Pour un vidien, l'engagement pose problème. Pour un vidien, en fait, s'engager, c'est restreindre ses libertés. Pour un vidien, être libre, c'est pas vouloir ce que l'on fait, mais c'est faire ce que l'on veut. C'est-à-dire, c'est à tout moment pouvoir changer d'avis, pouvoir modifier sa vie quand je veux, où je veux. À titre d'exemple, par exemple, si jamais à un moment je me trouve passionné par le Tibet, ben, je vais changer la déco de mon appart, je vais mettre une déco tibétaine, je vais m'acheter un petit Bouddha en bois, et puis ben, peut-être que dans 6 mois, la mode tibétaine passera et que je vais m'intéresser au Cameroun, par exemple. Mais finalement, je vais toujours rester à la surface des choses. C'est-à-dire que je ne vais jamais réellement comprendre ce que c'est que la culture tibétaine, entre guillemets, de l'intérieur.
je vais toujours rester finalement à la surface. C'est-à-dire qu'en fait, des différentes cultures, je ne vois que le caractère folklorique, entre guillemets. Jamais je ne vais rentrer profondément dans une culture. Parce que finalement, en rentrant trop profondément dans une culture, je vais avoir le sentiment de restreindre ma liberté. Je vais avoir le sentiment de m'enfermer dans une culture. Finalement, le vidien a une sorte de peur de se laisser enfermer en s'engageant. Du coup, il y a une incapacité pour le vidien à s'engager. Parce que s'engager, c'est encore une fois, c'est pour un vidien restreindre ses libertés. Alors que pour d'autres, finalement, pour d'autres cultures plus traditionnelles, être libre, c'est finalement avoir une capacité justement d'engagement. Ben, pour le vidien, c'est l'inverse. Être libre, on est libre dans la mesure où on ne s'engage pas trop. D'ailleurs, un des leitmotifs marketing, c'est souvent sans engagement. Du coup, pour un vidien, il est difficile de concevoir le collectif. Parce que le collectif implique finalement une sorte de résignation vis-à-vis de ma capacité à pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. C'est forcément, lorsqu'il y a un collectif, mais il va falloir que je fasse des compromis avec ce que je perçois comme étant ma liberté. Le vidien, d'une certaine manière, s'interdit de transmettre. Parce que transmettre, finalement, c'est imposer à l'autre une certaine culture. C'est l'enraciner dans une culture qui va, encore une fois, restreindre ses libertés. On le voit très bien notamment dans les IUFM, ces instituts chargés de former les enseignants, où finalement on leur apprend qu'en tant qu'enseignants, ils ne doivent pas, surtout pas transmettre quelque chose, mais ils doivent être les éveilleurs de ce que les enfants ont en eux d'une certaine manière. Parce que transmettre quelque chose, c'est finalement violer d'une certaine manière la liberté de l'enfant en lui imposant une culture qui n'aurait peut-être pas été la sienne. C'est un peu, c'est ça un peu la démarche vidienne. Du coup, il y a une sorte de culture de l'humain hors sol, une culture déracinée. On n'ose pas transmettre la culture à la génération suivante de peur de violer sa liberté. À ce propos, pour illustrer ça, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Lorsque ma fille avait 4 ou 5 ans, on souhaitait avec ma femme lui donner une culture musicale. Ma femme a fait beaucoup de piano et on pensait la mettre au conservatoire au piano. Mais en tant que bon vidien, on lui a demandé, elle avait 4-5 ans, est-ce qu'il y a un instrument de musique que tu aimerais faire voilà. En fait, moi je m'attendais à ce qu'on nous donne non, je sais pas trop, et qu'on puisse du coup la mettre au piano au conservatoire. Et à notre surprise, elle nous a répondu d'une manière assez forte, assez sûre d'elle, si, moi je veux faire du piano, du violon, pardon. Ça nous a beaucoup étonné, donc moi je lui ai expliqué, mais tu sais, le violon c'est un instrument compliqué, c'est un instrument qui est un peu ingrat au début, t'es sûr de vouloir faire du violon? Franchement, le piano ça m'a l'air d'être quand même un peu la base des instruments. Et donc je me suis dit on va attendre une semaine, on va leur poser la question, et puis finalement elle acceptera de faire du piano, et non, elle insiste, elle voulait vraiment faire du violon. Et en tant que bon vidien, on a cédé et puis on lui a fait faire du violon. Et donc elle a fait du violon au conservatoire et elle en fait encore aujourd'hui. Mais une année plus tard, je pense, ou une année et demie plus tard, je lui ai posé une question que j'aurais dû lui poser dès le début en fait. Mais j'étais tellement surpris finalement par sa conviction que c'est une question que j'ai même pas pensé à lui poser. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu sais pourquoi tu as voulu faire du violon? Et elle me répond, oui, je sais très bien pourquoi. Et alors je lui ai demandé, mais pourquoi? Parce que parce qu'elle avait vu un spectacle de Marie-Rose, donc c'est un spectacle à Chantal Goya, où il y a un renard qui fait du violon. Autrement dit, on s'est plié en quatre pour lui faire du violon. En plus, c'était un peu plus compliqué parce que du coup, ma femme ne pouvait pas l'aider vu qu'elle ne savait pas faire du violon, mais qu'elle fait du piano. Donc, on s'est un peu mis à mal pour lui faire du violon parce qu'elle avait vu un spectacle de Marie-Rose dans lequel le renard faisait du violon.
Si j'avais su que c'était pour un spectacle de Marie-Rose, elle aurait fait du piano, hein. Si je vous raconte cette anecdote, c'est aussi pour illustrer un mythe vidien. Ce mythe consiste à croire qu'on aurait, de manière presque ontologique, dès la naissance, une sorte de culture préétablie. Et par exemple que ma fille aurait dans son être, de manière ontologique, cette passion pour le violon et que finalement en lui imposant le piano, ben, on aurait d'une certaine manière violé son être profond, qu'on lui aurait imposé une culture qui n'était pas la sienne. En réalité, on voit bien ici que c'est pas le cas, que finalement, cette passion pour le violon lui est venue du spectacle, somme toute un peu dérisoire, de Marie-Rose et du renard qui fait du violon. Et il y a une phrase de Roland Barthes qui illustre un peu le problème. Roland Barthes, il dit que la langue est fasciste, le langage est fasciste. Autrement dit, alors ça c'est une phrase qui pourrait être très vidienne. C'est-à-dire que finalement, la langue c'est le premier élément de notre culture. Lorsqu'on apprend une langue, on va m'imposer de formater ma pensée dans des mots prédéfinis que je n'ai pas choisis. Et en ce sens, c'est en ce sens que Roland Barthes dit la langue est fasciste. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que sans cette langue, je ne pourrais pas penser. C'est-à-dire que finalement, pour penser, j'ai besoin de la langue. J'ai besoin d'une langue, j'ai besoin d'un langage. Et plus ce langage va être riche, plus il va me donner une liberté de penser, plus il va me permettre d'élaborer des pensées complexes. Et bien c'est exactement comme la culture. Plus je m'enracine dans une culture, plus si je me passionne pour la culture de l'Antiquité, pour la culture du 19e siècle, plus cette culture va me permettre d'exprimer ma liberté, d'exprimer ce que je suis. Parce qu'elle va me donner des outils dont je ne disposerai pas si je me contente de rester à la surface systématiquement des cultures que je croise. M'enraciner dans une culture va me permettre de m'humaniser, de relativiser les échecs comme les victoires, de voir ce qui est important de ce qui est dérisoire. C'est tout ça, c'est-à-dire que la culture, loin d'imposer quelque chose, va me permettre de déployer mon humanité. Christopher Lasch, un sociologue américain, définit la société vidienne comme une société narcissique. Et pour lui, cette société narcissique, c'est la société finalement qui se moque de ses traditions et de sa postérité, et pour qui seul le présent compte. Et donc, précisément, ce refus de transmettre fait qu'il va y avoir une sorte de refus des traditions. Parce que finalement, si, d'un point de vue vidien, si je fais perdurer les traditions, bah, finalement, c'est que je ne suis pas libre, c'est que je ne suis que la transmission de quelque chose qu'on m'a imposé. Et de même, pour ne pas asservir la génération suivante, eh ben, je vais refuser de lui transmettre ma propre culture. Et donc, du coup, on arrive à ce que Christopher Lasch appelle la société narcissique, où il y a un refus à la fois des traditions, au nom de la liberté, et de la postérité, de la transmission, encore une fois, au nom de la liberté. Et ça aboutit à une société atomisée. Une société vidienne est une société atomisée, c'est-à-dire que dans une société traditionnelle, il y a une culture dominante qui structure la société. Dans la société vidienne, il n'y a plus de culture dominante finalement, c'est-à-dire que chaque individu presque fabrique sa propre culture, que ce soit en termes de normes sexuelles, que ce soit en termes de religion, de mode alimentaire, on peut rencontrer tous les mélanges et les cas de figure possibles. Il n'y a plus un standard culturel. Comme on l'a vu au début, le vide a été un tsunami qui a touché absolument tout, y compris la politique. Et dans une société vidienne, même le politique change de sens. C'est-à-dire dans une société traditionnelle, le politique a deux fonctions. Un, la gestion du quotidien. C'est comment réduire le chômage, le code de la route, les différents choix, les différents types de contrats, les contrats sur les sociétés, etc.
et d'un autre de défendre le bien commun, c'est-à-dire la langue, la culture, voilà, tous ces éléments qui fondent le bien commun. Sauf que dans une société vidienne, il n'y a plus de bien commun. Donc autrement dit, le politique ne vise plus à défendre le bien commun, mais simplement à gérer le quotidien. Car si maintenant le politique se met à défendre tel ou tel aspect du bien commun, alors toutes les personnes qui ne se ressentent pas de cette culture en question vont se sentir lésées. Et du coup, il ne peut plus y avoir de décision publique dans le sens d'une défense de tel ou tel bien commun. Donc cet état de fait accélère encore l'atomisation de la société qui n'a plus de repères, de boussole, de cap donnés par une action politique. Cette atomisation génère sur l'individu un sentiment de solitude. Mais ce n'est pas juste un sentiment de solitude parce qu'on est physiquement seul. C'est-à-dire que même lorsqu'on a des amis, des collègues, on se sent dans une sorte de solitude existentielle. Mais c'est une solitude même qui va être une solitude vraiment intérieure, une sorte de vide intérieur. C'est vraiment une expérience qui est vraiment spécifique aux sociétés vidiennes, qui est vraiment qui caractérise vraiment le vidien, cette espèce d'expérience de vide intérieur, de solitude intérieure, mais qui est la conséquence de ce qu'on a vu, c'est-à-dire d'un refus de transmettre, d'un refus d'enracinement, d'un refus d'engagement. Comme on l'a vu précédemment, la société vidienne, c'est une société de la culture de l'humain hors sol, c'est-à-dire une société perpétuellement déracinée. Ça va avoir pour conséquence une sorte de passage de l'être à l'avoir. C'est-à-dire ce qui me définit, ce n'est plus ce que je suis, simplement parce que ce que je suis, c'est rien, c'est très... ce sont des choses de surface. Voilà, je me sens tibétain, mais en fait, je ne suis absolument pas tibétain. Et de ce que j'ai de tibétain, c'est uniquement la déco chez moi et la petite statuette du Bouddha. Et donc, du coup, les vidiens passent de l'être à l'avoir. Ce qui va me définir, ce n'est pas ce que je suis, parce que je ne me sens pas français, je ne me sens pas enraciné dans une religion particulière. Mais finalement, ce qui va me définir, c'est ce que j'ai. C'est-à-dire... ben, je suis iPhone ou Samsung, je suis Audi ou Porsche, je suis... voilà. En fait, ce que j'ai, c'est ça qui va me définir. Donc en fait, dans une société vidienne, l'être disparaît, l'être se désintègre, l'être est réduit à l'épaisseur d'une feuille de papier et laisse place à l'avoir. C'est-à-dire ce qui va définir les vidiens, c'est finalement ce qu'ils ont et non plus ce qu'ils sont. Cette absence d'enracinement dans une culture particulière, cette absence de capacité d'engagement, cette absence de transcendance dans sa vie, amène le vidien à une certaine médiocrité d'existence. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque notre seul intérêt, ça devient de savoir quelle marque de téléphone je vais m'acheter, ou dans quel club de sport je vais m'inscrire, ou avec qui je vais sortir, etc. Lorsque JE est la seule chose qui m'importe, on tombe dans une certaine forme de médiocrité. Mais en plus de cette médiocrité, ce qui est particulièrement frappant dans la société vidienne, c'est que on ne croit plus à la grandeur. On ne croit plus au sacrifice. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement éloigné, tellement hors sol, tellement dans une vide surface, que l'esprit de sacrifice devient pour nous quelque chose de totalement incompréhensible, de totalement étranger, et du coup devient pour nous quelque chose finalement de faux. C'est-à-dire qu'en gros, derrière le sacrifice se cache forcément quelque chose qui va dans l'intérêt de la personne. C'est-à-dire, donc le vidien, en gros, non seulement il y a une certaine forme de médiocrité dans la vie vidienne, mais au-delà de ça, le vidien ne croit pas à la grandeur. Il y a un effondrement de toutes les hauteurs, de toutes les grandeurs
dans la société vidienne. Et typiquement, par exemple, lorsqu'on voit la série politique House of Cards, ben, on est vraiment dans la société vidienne dans son absolu. C'est-à-dire qu'au finalement, où toute action politique qui veut se faire croire grande, généreuse, honorable, a comme motivation profonde un calcul pervers et froid pour aboutir à des fins politiques, à obtenir le pouvoir, à obtenir plus d'argent, voilà. Et voilà, cette série traduit bien cet état d'esprit. Et cet état d'esprit est autoréalisateur, c'est-à-dire qu'en gros, les Vidiens ne croient pas à la grandeur et œuvrent pour leur propre intérêt, mais du coup maintenant les hommes politiques de la société vidienne sont eux-mêmes des Vidiens, c'est-à-dire que finalement, du coup, ils finissent par œuvrer pour leurs propres intérêts et en effet, dans des grands discours, à nous vendre voilà, une sorte d'honnêteté, de probité, de sacrifice politique, auquel ils ne finissent par ne plus croire eux-mêmes. Autrement dit, la société vidienne, elle boucle sur elle-même. C'est-à-dire que parce qu'on est nous-mêmes médiocres, on ne croit plus à la grandeur, et comme on ne croit plus à la grandeur, et ben on devient médiocre, et du coup, ben voilà, c'est un chat qui se mord la queue. Cette médiocrité ambiante qu'il y a dans la société vidienne va aboutir à une sorte d'écœurement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'effondrement, effondrement économique, effondrement social, effondrement écologique, mais on sent qu'il y a beaucoup de Vidiens qui attendent cet effondrement. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont dans un paradigme dont ils n'arrivent pas à sortir, c'est-à-dire que pour eux, s'engager, c'est perdre en liberté. Pour eux, transmettre une culture, c'est aussi violer la liberté de l'autre. Donc, ils n'arrivent pas à sortir de ce paradigme. Et du coup, ils sentent une sorte de médiocrité ambiante. Et pour eux, la seule issue, finalement, c'est l'effondrement de la société. C'est-à-dire que, de toute façon, ce qui renaîtra après sera forcément mieux, quoi. Et ce qui est un peu terrible, c'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'il y a chez les Vidiens une sorte de paradigme ambiant, de vide ambiant qui les cerne, qui les respire, dont ils vivent, dont ils n'arrivent pas à sortir, dans ce paradigme finalement dans lequel ils se croient libres, mais en fait qui les enferme, et qui aboutit à cet écœurement d'eux-mêmes et de la société dans laquelle ils sont, et à leur faire souhaiter un effondrement général. Ce qui peut paraître paradoxal de l'extérieur, c'est que les sociétés vidiennes font partie des sociétés avec le plus haut niveau de vie, avec le niveau de vie le plus confortable, et pourtant, ce sont des sociétés dans lesquelles la population vit une véritable souffrance. De l'extérieur, le Vidien peut paraître comme une personne plutôt cool, mais en réalité, lorsqu'on voit le niveau de stress des Vidiens, alors qu'ils ne sont pas en guerre, il n'y a pas de famine, etc., ce niveau de stress est extrêmement élevé. Ce niveau de stress, en fait, s'explique par cet enfermement des Vidiens dans un paradigme mortifère. Et un paradigme dont il ne trouve pas l'issue. C'est-à-dire que le Vidien est à la fois victime et bourreau. C'est-à-dire il sera prêt à défendre ce qu'il estime être sa liberté dans le refus d'engagement, le refus de transmettre, etc., mais qui en réalité l'enferme dans une prison. Je vais prendre deux éléments pour illustrer cette souffrance. D'une part, un Français sur 4 consomme des antidépresseurs. C'est-à-dire que les antidépresseurs font partie des médicaments les plus vendus en France. Ils sont juste après les antidouleurs. Un autre élément qui permet d'apprécier cette souffrance, le DSM, c'est le manuel de référence de l'Association américaine de psychiatrie. Donc, dans ce manuel, en fait, ce manuel référence les différents troubles mentaux. Il référence et classe tous les troubles mentaux. En 1952, ce manuel recensait 60 troubles mentaux différents. En 2013, donc il y a des versions successives qui se font. En 2013, ce manuel recense près de 400 troubles mentaux différents.
C'est-à-dire que dans la société américaine, il y a tout d'un coup l'apparition d'une diversité de troubles mentaux qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, qui sont générés par cette société atomisée, par cette expérience d'une sorte de solitude intérieure, de vide intérieur, par ce passage de l'être à l'avoir, par ce consumérisme. Donc voilà, je finis ici cette épître consacrée à l'ère du vide, à cet angle particulier de regard et d'observation sur la société occidentale. Donc si vous avez aimé cette épître, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aidera à son référencement sur YouTube. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter sur le site épître.com, ce qui vous permettra d'être averti de la publication des futures épîtres par mail. Vous pouvez aussi aller bien sûr sur dlam.fr, dis-le au monde, qui est notre partenaire de Vêtements Chrétiens. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour une prochaine épître.